Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat avec Benjamin Griveaux. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce deuxième numéro. Nous allons passer au crible les stratégies des entreprises. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Les dirigeants viennent donc nous parler de leur secteur, de leurs projets, de la façon dont ils voient l'avenir. Et on verra aussi avec vous Benjamin l'information qui a particulièrement retenu votre attention ce mois-ci. 3 lettres, NFT. Ah, c'est du mystère. Enfin, vous nous direz, avec votre choix, Benjamin, comment il est possible de devenir une licorne en collectionnant donc les fameuses vignettes de football. Après votre choix, Benjamin, ça bouge dans le secteur de nos invités. Tout d'abord dans la publicité. Mercedes Herra, vous êtes fondatrice, présidente de BETC. Et bien sûr, vous reviendrez notamment sur l'impact de la crise sanitaire et du digital sur le marché publicitaire. Bonjour et bienvenue dans Smart & Strat. Et puis des changements majeurs aussi dans le commerce de détail, puisque la crise sanitaire a bouleversé les habitudes d'achat des consommateurs. C'est ce que nous verrons avec vous, Sylvain Aurébi. Vous êtes le président de Kousmiti et vous nous direz si ces changements d'habitudes de consommation sont un phénomène durable ou pas. En tout cas, bienvenue à tous les deux. Alors face à ces enjeux stratégiques, quel virage opérer, négocier, comment avancer dans Next Step justement? Eh bien, nos invités nous livreront leurs orientations pour les mois et les années qui viennent. Et puis enfin, c'est le moment très attendu en fin d'émission, les bonnes notes du mois. Elles récompenseront les meilleures initiatives, bien sûr toujours sur un plan stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et votre choix, Benjamin, se porte sur la nouvelle pépite de la French Tech. Alors, la licorne Sorare, une start-up d'échange de cartes numériques, les fameuses cartes Panini, comme on l'avait dans notre enfance. Exactement, Florence. Chacun se souvient de ça. Ça, c'était la Coupe du Monde 2018, c'était les fameuses Panini. On a le souvenir des vieux albums jaunis par le temps, des débats homériques dans les cours de récréation, des engueulades au moment des échanges, et puis des larmes quand, en ouvrant le paquet qu'on était allé acheter au bureau de tabac avec quelques francs, on découvrait qu'on avait pour la 17e fois le même personnage. Le Gérès, le Rocheteau, le Platini qu'on n'arrivait pas à échanger. Plus récemment, ce furent les Crado, ce furent les Pokémon qui firent fureur dans les cours d'école. Eh bien, même Panini s'est fait numériser, s'est fait digitaliser avec les nouveaux petits génies de la tech française. J'ai nommé Nicolas Julia et Adrien Montfort. La boîte s'appelle Sorare. Elle pèse 4,3 milliards d'euros alors qu'elle existe depuis quelques années à peine. Et ils viennent de faire la levée record de la French Tech, 580 millions de dollars. Le mois dernier. Alors comment, en 3 ans, Sorare a révolutionné l'échange de ces fameuses cartes Panini? Alors notamment grâce à la blockchain et ces fameux jetons non fongibles, vous allez nous expliquer? Alors, Sorare, c'est quoi? Le principe, c'est très simple. Sorare fonctionne sur le réseau de blockchain Ethereum. C'est la deuxième grande crypto-monnaie après le Bitcoin, grâce auquel les cartes sont limitées. Elles ne peuvent pas être modifiées ni copiées. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un NFT, un non-fungible token dans la langue de Molière, un jeton non fongible. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une signature qui garantit l'unicité et l'authenticité d'un bien numérique. Et c'est là que l'intuition des deux fondateurs de Sorare est absolument géniale. Ils ont utilisé cette technologie pour que nous puissions retrouver l'excitation de nos jeunes années avec des cartes numériques absolument uniques. Dans un monde numérisé où tout est duplicable à l'infini, ils ont réinventé la rareté dans l'univers du gaming. Oui, c'est NFT quand même, c'est un phénomène durable ou pas? Est-ce que c'est pas un phénomène de mode? Alors évidemment, la question se pose, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que les valorisations annoncées sont sérieuses? Eh bien moi, je crois que ça n'est pas une bulle, je crois que ça n'est pas une mode et je crois que ça va durer. Pourquoi? Parce que le sous-jacent de Sorare et de ceux qui se lancent dans le marché des NFT est très puissant et il repose sur une des plus vieilles lois de l'économie. Ce qui est rare est cher, ce qui est très rare est très cher. Et la prime aux premiers entrants, quand on vend de la rareté, eh bien, elle est immense. Pourquoi? Parce que des cartes numériques aux œuvres d'art, à des morceaux de musique, eh bien, il y a ce caractère d'unicité qui fait la valeur. Et puis très vite, les marques physiques vont aussi s'intéresser aux NFT. On posera d'ailleurs la question à nos invités. Pourquoi? Parce que dans un monde où les copies sont légion, la question de la traçabilité, la question de l'authenticité, elle est importante. On peut penser à des marques de luxe, à des produits de consommation un peu premium qui ont besoin de pouvoir tracer leurs origines. Et puis on peut aussi penser au pouvoir public avec des produits soumis à des droits d'assises comme le tabac, comme les alcools et qui peuvent aussi avoir besoin de traçabilité. Donc moi je prédis un avenir important au NFT qui va, vous l'avez compris, bien au-delà de l'univers du digital. Un avenir pour les NFT, un avenir aussi pour Sorare du coup.
un avenir évidemment pour Sorare. Ils ont été les premiers à se lancer sur ce marché pour notamment le football et on peut s'attendre à ce qu'ils aillent évidemment sur d'autres sports parce que le modèle, pour le coup, lui, est duplicable à d'autres sports. Alors justement, on va poser la question à nos invités. Mercedes Serra, vous en pensez quoi, vous, de ces NFT, là, de cette façon un petit peu de révolutionner le marché des vignettes à collectionner ? Alors, deux choses. Les vignettes à collectionner, comme quoi c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. On est sur une chose de fond, une chose humaine, qui est la collection, et la collection de sa passion. Et le troc, les échanges, etc. Donc, on l'a vu chez nos enfants. Je pense qu'on le verra chez les enfants de nos enfants. Donc, on est sur quelque chose de traditionnel qui rencontre une simplification ou même un agrandissement, puisqu'il y a des jeux, puisqu'il y a des façons d'en gagner, donc c'est intéressant, donc qui se fait plus large en passant par le digital. Donc en fait, le digital récupère une histoire humaine et le rend peut-être plus efficace. Et après, l'autre partie du sujet, qui est vraiment l'authentification, là c'est un sujet important qu'on va voir sur beaucoup de choses, beaucoup de marques, parce qu'il y a des problèmes de contrefaçon partout, et que là, on a une vraie utilité du digital. C'est ce que vous pensez aussi, Sylvain Bien évidemment. Alors la traçabilité, ça va de soi, et là, ça a déjà commencé. Il y a une entreprise qui s'appelle Crystal Chain qui s'occupe justement de certifier la traçabilité de produits de luxe, de cuir, et qui vient de pays lointains, qui a fait, je crois, peut-être pour Carrefour, une traçabilité du poulet ou il n'y a pas que les éléments premium, hein. Ça peut être la traçabilité d'une viande ou d'un produit alimentaire. Donc c'est très important d'avoir une sécurité. La sécurité alimentaire va beaucoup se baser sur cette blockchain. C'est parfaitement important. Maintenant, pour le cas Sorare, on est tous là à dire c'est formidable, NFT, évidemment, il fallait y aller. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, en 2019, quand ils ont voulu lever 500 000 €, personne ne voulait les leur donner. Mais quand je dis personne, c'est personne. Alors évidemment, il y a les usual suspects, c'est que Xavier Niel a mis de l'argent dedans parce que de toute façon, il met de l'argent dans tout. Mais les autres, tous les fonds ont refusé parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas la portée. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens-là s'interrogent sur leur myopie collective. Ils se disent comment est-ce qu'on n'y est pas allé à l'époque quand ils voient les valorisations actuelles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai que ça vient du gaming, ça vient du monde du jeu. Et ce que disait tout à l'heure Mercedes, c'est très juste. C'est que là, par exemple, moi j'ai un ami gamer qui me dit, voilà, il y a aujourd'hui quelqu'un qui, dans un jeu de préparation de voiture, a réussi un réglage parfait et qui gagne du coup toutes les courses. Quand dans les jeux en réseau, eh ben, il met sous licence les réglages qu'il autorise à utiliser pour 1, 2 ou 3 courses à X, Y ou Z, qui fait payer et récupère. Donc on voit que l'univers du gaming a peut-être, c'est ça qui a peut-être suscité la myopie, c'est qu'on se disait c'est des gens qui font des jeux vidéo toute la journée. Est-ce que c'est sérieux ? Être sérieux. Eh ben comme quoi c'est sérieux. Mais ces NFT, justement, c'est sérieux parce que qu'est-ce qui fait la valeur de ces jetons non fongibles ? C'est quand même la question qu'on se pose. Est-ce que ça repose vraiment sur quelque chose de Ça concret ? repose d'abord sur la qualité aujourd'hui de la blockchain qui permet de garantir l'unicité et l'authenticité absolue. Si je prends un exemple, la Joconde, si vous vouliez le dupliquer numériquement, c'est facile, vous faites une photo et puis vous l'avez à quantité immense. En revanche, l'original, eh bien évidemment, celle-là, elle est au musée du Louvre et elle va être difficile à emporter chez vous. C'est ce qui fait la spécificité de ce business et ce qui fait la force du sous-jacent de Sorare, c'est l'unicité des produits. Et ça vaut très cher dans un monde où tout est duplicable à l'infini et où le numérique permet cette duplication. Donc là, on peut dire, voilà, moi je suis le détenteur, le propriétaire. Le premier tweet fait par Jack est déjà évalué à quelques millions d'euros. La première œuvre d'art numérique par Beeple a été vendue sur Sotheby's pour 69 ou 70 millions. Voilà, c'est ce qui fait le caractère unique qui donne de la valeur. Mais ce qui donne de la valeur aussi, si je peux me permettre, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire arriver à en faire un jeu, de faire participer, de faire une espèce de réseau social autour du football. C'est ça qui est extrêmement fort. C'est qu'ils ont utilisé cette technologie pour créer quelque chose d'extrêmement attirant et qui est réplicable. Parce que demain, ce sera le football américain, ce sera la NBA, ce sera des trucs absolument gigantesques. C'est ça qui est fabuleux. Et bravo pour ce choix, en tout cas, Benjamin. Allez, on poursuit avec nos invités, puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move.
Et place à la pub, Mercedes Serra, vous êtes présidente, on le disait, fondatrice de BETC. Vous avez un parcours incroyable, hein. On vous présente souvent comme la papesse de la publicité. On vous doit des campagnes qui ont marqué les esprits, comme Air France, Evian, Danone. Ce sont celles qu'on cite le plus souvent, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Aussi, bien sûr. Avec le Covid, le marché publicitaire a été lourdement touché, hein. Il a perdu plus de 7 milliards en 2020. Ça redémarre. Quel sentiment vous avez justement sur ce redémarrage du marché publicitaire? Ça redémarre doucement ou là, vraiment, c'est reparti? Alors ça, là, en ce moment, c'est beaucoup plus favorable. Après, quand on regarde depuis le début de l'année, on peut dire que ça a démarré relativement doucement. Et si on compare aux autres services, ça ne va pas aussi vite que les services. Donc, ça a démarré lentement. En fait, c'est un marché qui a été durement touché. Il y a vraiment eu des entreprises qui s'en sortaient plus. Évidemment, toutes les entreprises de l'événementiel, vous vous en doutez. Mais globalement, c'est un marché qui est un marché difficile. Donc c'est resté quand même l'idée que quand il y a une crise, un des premiers budgets qui va être impacté quand on doit réduire la voilure, c'est le marché publicitaire. Oui, et surtout, la France est en retard sur la publicité. C'est-à-dire que la vision française de la pub n'est pas très moderne, hein. Il y a des questionnements de la non-compréhension. Les clients qui sont des clients puissants, internationaux, en général, ils n'arrêtent pas. Ouais. Ils continuent. Au contraire, on voit très très bien que les entreprises qui ont communiqué au moment du Covid ont gagné énormément en part de marché. Et ils comprennent que c'est justement des périodes durant lesquelles il faut. Ce sont des périodes sur lesquelles. Mais la position de la France ou la culture française, qui n'est pas une culture extraordinairement économique, on va dire, elle est encore moins publicitaire et elle ne comprend pas que quand on a de la foi dans ces produits, on communique. Alors là, on a une légère reprise du marché, vous le disiez, mais on s'aperçoit que les canaux traditionnels continuent de souffrir, hein, érosion donc des investissements dans les médias historiques, et c'est le digital qui vraiment, là, a l'impression d'amortir le choc, tire la tendance. Alors, en communication, c'est plus complexe que ça. Le digital, il a un rôle clé, puisqu'il y a... En fait, quand on dit digital, on dit tout et n'importe quoi, puisque le digital, c'est aussi de nouveaux canaux de distribution. Donc, c'est pas de la pub, c'est le canaux de distribution. C'est votre magasin qui s'est transformé en magasin digital. Donc, il y a un service qui est apporté par le digital qui a été accéléré, bien évidemment, par la crise, puisque des gens ont été obligés de passer par le digital, donc ont appris le digital. Donc ça, la digitalisation de la plupart des entreprises, elle est restée, en tout cas, elle a été poussée de façon remarquable par le Covid. En communication, c'est un peu plus compliqué et on en revient. C'est-à-dire que c'est comment on fait une belle marque, hein, comment on atteint tout le monde, c'est quoi d'avoir un regard positif sur la communication que l'on envoie. C'est pas toujours dans les canaux de digital. On s'aperçoit que la télévision résiste très bien, mais très grands clients de la grande consommation continuent à utiliser fortement la télévision. Et l'analyse du retour sur investissement est plus forte encore qu'en digital. Donc je pense qu'il y a des rôles différents et qu'il faut comprendre les rôles de chacun. Mais vous allez très vite comprendre quand vous êtes en train d'être sur vous êtes en train de chercher des informations, etc. Le truc qui intervient dans n'importe quel sens, parfois ça vous agace. Mais en gros, il ne faut pas agacer les gens dans le métier. Il vaut mieux les avoir avec soi, les prévenir quand on fait de la publicité, qu'ils acceptent la notion de publicité et qu'ils regardent, parce que le regard est une chose très importante. Et je crois qu'on va aller peu à peu vers une époque où peut-être qu'au lieu d'assommer et d'essayer d'envoyer partout du bruit, il faut du bruit qualitatif. Moi, je crois que les marques, c'est du bruit qualitatif. Et comment est-ce qu'on cible justement le qualitatif et la bonne personne? Parce que quand on est au fond à la télé, on a des grands-messes, on sait qu'on a le spot de pub qui passe avant le 20h le dimanche sur les grandes chaînes nationales, que ce soit TF1 ou France Télé, on aura un peu d'impact, on sait à peu près qui regarde. Comment ça se passe avec les plateformes où par définition c'est à la commande, c'est à la demande, et donc comment est-ce qu'on arrive à adresser intelligemment la bonne cible? D'abord, on a changé de point de vue là-dessus, hein. C'est-à-dire on a commencé à dire on va pouvoir cibler, c'est extraordinaire, je vais vous envoyer quelque chose de très précis, Benjamin, vous allez bouger.
Et finalement, pour construire des marques, il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent les gens qui les différencient. Vous avez beaucoup de data qui n'ont aucun intérêt pour les marques. Alors, vous voulez parler de la qualité de votre thé ou la qualité de votre fromage à l'ensemble de la population. Et c'est très compliqué de devenir extrêmement précis. Donc, vous êtes précis. Sur certains marchés, par exemple, vous êtes intéressé par les gens qui changent leur voiture. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, leur adresser des communications voiture. Mais vous avez besoin, en fait, des deux choses. Vous avez besoin de quelque chose qui a une grande couverture, qui va créer la marque. La marque, elle n'est pas individuelle. Hein. La marque, il faut qu'elle soit reconnue de plein de gens pour qu'elle soit une marque. Et parfois, vous rentrez dans du marketing de précision, ce que fait très bien le digital, ou ce qu'on peut faire aussi à la télé selon les émissions. Oui, parce que si on regarde quand même le digital, il y a eu quand même des rachats. L'ancien patron de WPP qui a racheté l'agence de publicité Darwin. Voilà, tout ça, on se dit, bon, bah, ça va peut-être créer des grosses agences digitales ou ça pas? crée pas c'est pas ça, c'est qu'il y a des métiers. Donc, il y a des métiers. Le métier de la communication, c'est un métier très précis. Donc, il y a des gens qui rachètent des agences de communication. Martin Sorel, hein, à qui je faisais Martin Sorel, il a acheté du data. Donc, le data, ça continue à intéresser des tas de gens. Publicis aussi a acheté beaucoup de data. Donc, le data, nous aussi, ça nous intéresse, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, il faut du data que vous arrivez à lire et que vous arrivez à utiliser. Et le data, par exemple, qui est très, très utile sur tout ce qui concerne les études de la santé, vous imaginez de pouvoir accéder à des millions de data, ça doit accélérer quand même la qualité des produits. Parfois, c'est pas ça qui compte. On en parlait la dernière émission, puisque Amazon a lancé le Amazon Care. Justement, c'est un moyen pour eux de récupérer de la data et ensuite de pouvoir adresser de manière très qualifiée. Et il y a un événement qui est en cours, qui n'est pas encore validé, mais enfin le rapprochement entre TF1 et M6, qui peut potentiellement faire du coup une très grosse régie, donc un très gros donneur d'ordre dans le secteur. Comment est-ce que vous voyez ce rapprochement, s'il va à son terme et s'il est opéré? Quel impact ça a pour le marché publicitaire d'avoir quasi un duopole, en fait, avec d'un côté TF1 M6 et puis le groupe France Télé de l'autre? Moi, je pense qu'on a intérêt à avoir des champions. Parce qu'on a des champions en digital et qui viennent d'ailleurs et sur lesquels on n'a pas su être très brillants et résister en Europe. Et il va falloir quand même penser un peu le monde. Je ne suis pas sûre qu'on veut un monde qui soit un monde uniquement géré par Google, Amazon. Et donc, je crois qu'on a intérêt à faciliter les champions européens. Donc, d'avoir rapproché M6, France Télévisions, d'un côté M6 et TF1 de l'autre, c'est intéressant d'avoir ces gens qui sont forts. Mais cette concentration, est-ce que ça ne va pas être synonyme d'une baisse des prix, justement, pour Non, les alors annonceurs? La concentration, ça va leur donner de la force. Et en l'occurrence, moi, ça ne me fait pas une baisse de prix parce que moi, je ne gagne pas ma vie comme ça. C'est l'achat des médias. Je ne suis pas sûre que ça va amener une baisse des prix. Je pense surtout que ça va amener une force et qu'on a besoin de force par rapport... En ce moment, le sujet est en Europe et on se pose des questions sur les plateformes parce qu'ils ont travaillé de façon hors des clous par rapport aux règles. Donc, il y a quand même des enjeux très, très forts pour qu'il y ait une démocratie des médias qui est aussi une démocratie de la publicité. Sylvain Rémy, quel regard vous portez justement sur ces mouvements dans le marché publicitaire? Alors, moi, je suis très, très éloigné de tout ça. Je suis heureux, finalement, comme le dit Mercedes, qu'on est un champion français et qu'à notre niveau, on arrive à avoir des maisons comme TF1 et M6 qui se rapprochent. C'était une évidence. Et il y a quelques années, on aurait voulu faire ça. C'était absolument impossible. Le régulateur l'interdisait absolument. Aujourd'hui, c'est nécessaire, plus que souhaitable. Il faut continuer à le faire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Il faut continuer à le faire dans d'autres domaines aussi. Il faut qu'en France, en Europe, disons, parce qu'il faut plus parler d'Europe que de France, il faut qu'on arrive à se regrouper pour faire face aux deux autres grands blocs qui sont la Chine et les États-Unis. Il faut absolument qu'on se regroupe. Et alors, du coup, consolidation, concentration aussi dans le marché de la communication? Marché de la communication, il faut un niveau de taille, mais ce n'est pas un marché très concentré. Hein. Il y a
Je suis en tant que présidente de la filière, j'ai beaucoup de petites structures. Pourquoi ? Parce que ça reste un métier d'artisan. Donc même quand on est dans une agence comme la mienne, moi j'ai plein d'artisans avec moi, quoi. Mais ça reste des artisans. Et c'est quand même, en fait, il faut toujours du talent pour faire de la communication. C'est pas une question de data, c'est une question d'idées. Sinon, vous n'avez rien à dire. Bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc il y a vraiment une place encore pour des petites agences ? Il y a une place. En fait, les petites agences, on a un besoin dans nos métiers de beaucoup de métiers. C'est-à-dire, il y a du métier de l'intelligence stratégique. Vous pouvez pas. Personne, en fait, ne sait comment marche une agence. Mais globalement, si vous ne comprenez pas le business, si vous ne comprenez pas les gens, vous avez du mal. Donc, il faut une taille minimum pour pouvoir avoir cela. Mais c'est encore possible, oui. Le talent, notre métier, c'est du talent. On va poursuivre avec Sylvain Aurébi. Donc, vous présidez le groupe Orientis, les marques Kousmiti, l'œuvre organique que vous avez fondé avec votre frère en 2001, si je ne me trompe pas. Vous aviez racheté à l'époque le plus vieil importateur et distributeur de café du Havre, et vous voilà à vendre du thé. Donc vous êtes un peu tombé dans la théière, comment ça, par hasard ? Pas du tout par hasard, parce qu'en fait, mon père, avant nous, faisait déjà du négoce de matières premières, et du cacao, du café, et puis donc du cacao au café, puis au thé, et il n'y a qu'un pas. On est les rois du petit déjeuner finalement. Et c'est comme ça qu'on a changé de métier petit à petit. Avant, on était négociants, c'est-à-dire qu'on dealait, on vendait des cargaisons, des bateaux entiers. Et puis aujourd'hui, on vend le produit fini dans nos propres boutiques et chez d'autres distributeurs. Le marché du thé a beaucoup augmenté en France depuis 20 ans, parce qu'on est à 2 Français sur 3 qui consomment du thé, on était à 1 sur 2 il y a une petite quinzaine d'années. Comment vous l'expliquez ? D'où vient d'abord cet engouement ? Et puis est-ce que c'est une tendance qu'on observe ailleurs qu'en France, en Europe et après dans le monde ? Alors, il y a des pays qui sont très consommateurs culturellement de thé, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelles sont les marges de progression encore peut-être sur le continent européen et puis ailleurs ? Alors le marché du thé augmente assez lentement finalement, mais il est dual ce marché du thé. Il y a le marché du thé mass market qui est en décroissance plutôt, et il y a le marché des thés premium qui est lui en forte croissance pour le coup, et on s'y retrouve nous et certains autres. Il s'est passé la même chose dans le café il y a 20 ans. Tout le monde buvait du café acheté au supermarché, café en poudre, disait-on à l'époque, et puis on mettait ça dans une vieille chaussette et on faisait son café filtre. Et puis est arrivé Nespresso, et ça a complètement révolutionné. On est allé à un café premium bien meilleur, avec Nespresso, Illy, Lavazza, tout un tas de marques qui ont fait un café beaucoup plus cher, mais bien meilleur, avec des origines particulières, des mélanges très, très élaborés. Et c'est la même chose dans le thé, avec un peu de retard. Et le thé a pris cette premiumisation, pardon pour le mot affreux, et donc le marché du thé premium grandit, continue à grandir en Europe particulièrement. Et est-ce que la pandémie a eu un impact sur le marché du thé, sur les thés premium ou pas ? Alors la pandémie a eu un impact pour toutes les marques qui avaient des magasins et qui ont dû les fermer. C'est-à-dire que nous, l'année dernière, le 16 mars, on nous a dit bon, bah, tu fermes tes boutiques. On a fermé nos 85 boutiques du jour au lendemain. Donc ça a eu un effet tout à fait. Mais vous êtes renouvelé parce que les habitudes d'achat ont changé. Alors on s'est renouvelé. Alors, évidemment, on était prêts sur Internet, nous, donc on était assez digitalisés. Donc on a récupéré un peu de chiffres sur Internet, mais bien moins évidemment que ce qu'on avait perdu. Et puis on est allé chercher le consommateur là où il était. Mais enfin, ça a été quand même extrêmement compliqué. Cette période où on a été fermé à plusieurs reprises. On a été fermé en novembre à nouveau, et puis on a été refermé dans les centres commerciaux de février à mai dernier. Tout ça, c'est compliqué parce que vous êtes fermé, il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais vous devez quand même payer vos loyers. Parce que le bailleur, lui, il veut son loyer, il se fiche pas mal de savoir si vous avez fait du chiffre d'affaires ou pas. C'était un peu compliqué d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux. Et ce qui explique aussi que le marché publicitaire a réduit, mais pas uniquement le marché publicitaire, parce que moi, quand j'ai plus de chiffre d'affaires, il faut bien que je réduise mes dépenses, mes charges. Alors les charges, c'était tout. On dépensait beaucoup d'argent en marketing, en publicité, en communication digitale et autres. Puis un beau matin, on a regardé l'affaire, on a dit, mais on ne peut plus dépenser si ça ne rapporte pas. Et donc on a changé d'une communication qui devait retomber en pluie fine sur un chiffre d'affaires global à une communication beaucoup plus ciblée, beaucoup plus héroïste. On est allé chercher du rendement. Et donc chaque fois qu'on investit 1 euro, il faut vraiment que ça rapporte
plus que 7 euros. Alors qu'avant, on investissait quelques euros en se disant ça retombera bien un jour ou l'autre. Et c'est la vraie différence est là. Et toutes nos dépenses ont baissé, pas uniquement en communication, toutes nos dépenses ont été réduites du fait de cette pandémie. Votre réaction sur ce point-là? Bien sûr, ceux qui globalement avaient des boutiques totalement fermées, il y a un moment, en fait, ça fait vendre la com. Donc vous êtes un peu effrayé quand vous mettez de la com et qu'il n'y a pas l'endroit pour aller acheter. En revanche, il y avait quand même beaucoup de gens ouverts. Et en particulier toute la grande consommation. Là, il y a eu des choix, ça a été des choix stratégiques. Il y a eu des gens pour continuer. Je ne sais pas, des Ferrero vous ont accompagné sans arrêt et jamais il y a eu autant de réussite, quoi. Donc tout le monde a été touché et c'est évident que les magasins qui ne pouvaient pas délivrer, ils arrêtaient. Hein. Et est-ce que les clients qui, du coup, ont acheté en ligne pendant la pandémie, est-ce que le comportement de consommation est revenu au physique, traditionnel, en boutique, dans les magasins, ou est-ce qu'au fond, on se dit, on a l'expérience chez nous, alors l'expérientiel dans le magasin, c'est bien, mais bon, c'est quand même pas désagréable de se faire livrer, parce qu'on peut se faire livrer un peu à n'importe quelle heure de la journée, et puis quand on bosse et qu'on a des enfants et que c'est compliqué, voilà, toute ressemblance, évidemment, serait purement fortuite. Enfin, c'est quand même pas... Est-ce que ça a changé durablement ou pas? Alors, je ne pense pas que ça ait changé durablement. C'est-à-dire que les gens qui étaient habitués à leur magasin sont retournés pour la plupart dans leur magasin, mais on a beaucoup plus de profils mixtes. C'est des gens qui ne peuvent pas aller au magasin et qui se disent je vais acheter en ligne. Alors qu'avant, ils avaient de la difficulté à venir en ligne. On a vu des gens, pendant la pandémie, pendant les confinements, qui n'avaient jamais acheté un truc en ligne chez nous et qui sont venus acheter. Et donc, ils ont appris. On les a aidés, on leur a fait des propositions, on leur a montré des nouveaux produits et autres, on les a aidés. Mais ils sont quand même revenus principalement en boutique parce que, d'abord en boutique, vous sentez votre thé, vous pouvez le goûter. Il y a une autre histoire qu'on raconte. En fait, il y a un enjeu, je pense, c'est que ça va s'accentuer, c'est-à-dire que le magasin va révéler un certain type d'expérience et de plaisir et d'échange. Parler à un être humain, un truc incroyable. Mais en revanche, le monde s'est un peu digitalisé aussi. Mais est-ce que le digital, justement, ça permet aussi de revoir l'expérience client? Du coup, vous avez peut-être plus d'informations sur vos clients et vous pouvez les coucouner encore plus quand ils arrivent en boutique. Bien entendu. Alors, il se trouve que nous, on avait remodelé notre site internet en février de l'année dernière. Donc, il venait à terme fin février de l'année dernière. Donc, on a démarré la pandémie avec un tout nouveau site managé par Salesforce où justement l'expérience client est maîtresse. Et on est passé d'une marque qui était concentrée sur le produit à une marque qui est concentrée sur le client. Grâce à Salesforce et grâce à ces outils de CRM, on a pu s'adresser au client beaucoup plus facilement en sachant ce qu'il achetait habituellement, ce qui pouvait lui plaire. Et donc, on a été beaucoup plus finement là-dessus. Et donc, tout ce travail digital, il a été remarquable. Et l'expérience du client, elle est nettement meilleure aujourd'hui. Et on a eu quand même quelques mois pendant lesquels il n'y avait que ça qui fonctionnait véritablement. Et il a fallu qu'on s'adapte à ça. Il se trouve que notre outil était prêt, nos équipes étaient prêtes. On a très bien fait ça et on récolte les fruits aujourd'hui parce que ça se poursuit aujourd'hui. Et cette expérience client, on peut la décliner maintenant dans les boutiques en connaissant le client. Et quand un client rentre dans notre boutique, on sait à peu près ce qui va lui plaire. Donc c'est un vrai plus pour nous. On va passer de la boutique au monde parce qu'il y a eu aussi un ralentissement évidemment du commerce mondial et l'internationalisation des échanges. Les feuilles de thé, elles sont produites évidemment à l'étranger. Est-ce que ça a eu un impact pour vous en termes de livraison? Parce que à la limite, les boutiques étaient fermées, mais pour vendre en ligne, encore faut-il pouvoir produire le thé. Et l'usine, j'imagine, était restée ouverte avec les distanciations, etc. Toute la logistique que ça implique. Ouais. Comment vous avez géré justement ce goulot d'étranglement qui a été le fait que l'économie mondiale s'est arrêtée quand même pendant de nombreux mois? Alors, on n'a pas eu de problème, paradoxalement, à cette époque. D'abord parce que beaucoup d'étés arrivent en Europe. En amont, et donc les thés sont stockés en Allemagne, qui est le gros pays à Hambourg, où tout l'été arrive, et c'est là qu'on va se fournir directement à Hambourg. On fait acheter des thés par nos fournisseurs allemands en Chine ou en Inde, c'est eux qui les ramènent ici. Et donc on a commencé en mars dernier avec beaucoup de thé en Europe. Donc on a pu se fournir tout le temps. Mais ce que vous dites est vrai, c'est que le fait d'avoir nos propres entrepôts en France, nous on produit au Havre, d'avoir nos propres entrepôts avec nos propres salariés, avec notre propre logistique, nous a permis de livrer les clients très vite, tout à fait parfaitement, alors qu'on a beaucoup de gens qui étaient incapables. Les entrepôts n'arrivaient pas à ouvrir. Et nous, on a véritablement géré ça parfaitement. Paradoxalement, on a beaucoup plus de problèmes avec les transports aujourd'hui
parce que l'économie a redémarré, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de conteneurs, les prix des conteneurs ont été multipliés par 5 ou 6. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour nous aujourd'hui de se fournir en thé ou en d'autres matières qu'à l'époque de la pandémie où tout était un peu ralenti finalement. Et on parlera bien sûr de votre choix de relocaliser votre production dans vos activités, pas forcément la production, mais vos activités, du moins la production des boîtes de thé. Oui, absolument. Voilà, dans la deuxième partie, dans Next Step, justement, on se tourne vers l'avenir avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs en pleine mutation, nos invités envisagent le futur. Comment fera-t-on de la publicité demain? Quel virage stratégique opérer? On va en parler avec vous, Mercedes Hérin. Mais avant d'aborder ces questions, on vous a réservé une petite surprise. Elle concerne vos engagements, les causes que vous défendez. Chère Mercedes, venue à 6 ans de ta Catalogne natale, tu étais étrangère dans notre pays. Aujourd'hui, tu es un des fleurons d'une nation, d'un pays comme la France. Et nous avons, depuis plus de 10 ans, conduit d'abord ensemble et maintenant avec tous les autres qui sont autour de toi, ce projet du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui a une signification éducative, culturelle, scientifique, politique, qui dit simplement qu'il n'y a pas eux et nous. Sur notre territoire, il y a une société à identité multiple, quelle que soit la provenance des hommes, des femmes ou des enfants. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, devant les tentations xénophobes, identitaires, le Musée national de l'histoire des migrations joue véritablement le rôle pour lequel nous l'avons créé et qui consiste à faire dans notre pays citoyenneté, communauté, fraternité? Serra, voilà, qu'est-ce que vous répondez avec C'est un musée national. Donc, moi, personnellement, je lui donnerais plus de moyens à aujourd'hui. Parce que je crois qu'il a un grand rôle, mais le rôle est limité par les moyens. Oui, il a un rôle, parce que ne serait-ce que de dire la vérité aux Français, de leur dire pourquoi ils s'énervent sur les envahisseurs, là, qui n'envahissent plus la France depuis longtemps. Parce que là, on croit que tout le monde passe comme ça facilement nos frontières. C'est pas vrai. Donc il y a très longtemps qu'on a calmé le jeu. On est un des pays, si je tiens compte du nombre d'habitants, on est le 15e pays en termes d'immigration en France. Je ne fais pas le rapport avec notre confort, parce que si je compte et je considère le confort, on est encore plus mal classé. Donc il y a très longtemps que ce pays, qui historiquement était un pays d'immigration, parce qu'on avait besoin des étrangers, parce que la France a eu dès le 18e besoin de gens qui viennent les aider, travailler, globalement ne l'est plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a un discours qui est faux, avec des mauvaises analyses, qui essaye de détourner l'attention sur des sujets qui sont des sujets faciles, c'est toujours facile d'en vouloir à l'autre, et qui ne tient pas compte de la vérité de la France. C'est que la France, c'est un pays merveilleux, où on peut être français parce qu'on y est né, mais on peut être français parce qu'on l'a choisi. Et ça, il ne faut pas l'enlever à la France. C'est le musée de l'histoire de l'immigration qui tient la vérité, et non pas tous ces propos que vous entendez par ailleurs et que je ne citerai même pas tellement c'est absurde. Et ces engagements, comment vous les traduisez à la fois dans le quotidien, dans vos équipes chez BETC, dans les gens avec qui vous travaillez, et aussi finalement auprès de vos clients? Parce que la voix de la France, elle a toujours une voix très universaliste, qu'on défend, auquel on est très attaché, auquel le musée de l'immigration participe. Comment est-ce que ça se traduit? Et est-ce que vous avez été confronté parfois à des clients qui vous disent « Non, ça là-dessus, on n'est pas très à l'aise, on n'a pas envie, ou en tout cas, ce n'est pas notre rôle ». C'est extraordinaire, personne ne m'a jamais embêté. C'est-à-dire que en fait, je pense que les gens sont beaucoup plus libres qu'ils n'imaginent et qu'on a droit d'avoir des points de vue. BETC, c'est une très belle agence aujourd'hui, c'est une des plus fortes agences en Europe, une des plus fortes dans le monde, et c'est dû au fait de la France. C'est-à-dire la capacité de la France d'attirer des étrangers. On a 37 nationalités, et je vous rappelle que nos amis les Anglais qui disent toujours que c'est eux qui sont les internationaux du monde,
accueillent beaucoup moins facilement dans les équipes centrales autant d'étrangers. On a une stratégie qui a toujours été une stratégie finalement de la diversité. On habite Pantin, et on n'habite pas Pantin parce qu'on a décidé que Pantin, on aimait beaucoup. On habite Pantin parce qu'on pense que les entreprises doivent faire quelque chose au niveau de la société et que donc nous, on est mieux à Pantin où on peut aider des zones prioritaires, des enfants qui rament, des familles où c'est pas facile. Et on pense qu'on a intérêt à le faire parce que ça a rendu notre agence forte. Donc, tout va bien, les clients ne m'en veulent jamais. Et puis, important aussi de dire que dans les publicités que vous avez réalisées, vous avez toujours eu à cœur de dire votre amour pour la France. On revient sur le secteur de la publicité. Largement critiqué, qui inciterait à la surconsommation. Il y a des états généraux de la communication. Est-ce que le secteur doit faire son autocritique ? Moi, je ne partirais pas comme ça. Je dirais que le secteur, il a besoin que quelqu'un comprenne quelque chose à notre métier de fondamental. Et si on fait une autocritique, c'est peut-être que dans les écoles, peut-être qu'auprès des gens, mais c'est la même chose pour l'économie, on n'a pas assez expliqué. Enfin, c'est quand même une évidence que nous sommes dans un pays libre. Moi, je crois que tout le monde a compris que j'étais libéral socialiste. Donc, un peu de gauche, un peu de droite. Je ne sais pas où ça mène, mais en tout cas, je crois à la méritocratie. C'est le titre d'un bouquin d'un ancien maire de Paris, voilà, me semble-t-il. Je crois au travail, je crois à la méritocratie, je crois à tout ça. Mais franchement, quand vous êtes dans des univers comme le nôtre, il faut quand même expliquer que les entreprises, il faut bien qu'elles parlent. Et si elles parlent comment ? Il faut qu'elles parlent. Le public le demande. Donc le public, il réclame de la publicité. Je voudrais juste dire que la communication, j'ai reçu un prix de la raison d'être. Et au moment de ce prix, j'ai écouté mes amis qui recevaient aussi des prix et j'entendais les entreprises qui parlaient. C'est pas de la publicité, mais la communication. Elle a toujours mené le monde. C'est-à-dire que pour faire travailler les gens, il faut donner du sens. Donc, il faut dire des choses. Et que c'est pour ça que autant le monde politique, parfois les parlementaires ne comprennent pas très bien le rôle de la publicité, les gens, dans leur quotidien, quand il y a de la publicité, ils achètent. Quand il n'y a pas de publicité, ils l'éloignent. Il y a eu des débats au moment de la Convention citoyenne sur le climat, oui. Sur le fait de dire est-ce qu'on ne va pas interdire des publicités pour certains produits parce qu'ils ne seraient pas bons pour l'environnement, pour la santé, pour l'alimentation ou autre. Et comment, au fond, est-ce qu'on s'adresse non pas par une interdiction à la jeunesse ou à la population, mais par l'éducation. Et comment est-ce qu'on fait cette séparation entre les deux ? Parce que moi, je ne crois pas du tout à l'interdiction. Je pense que d'abord, la liberté est plus forte et puis on ira trouver d'autres moyens. Mais comment est-ce que là-dessus, du coup, il y a un rôle d'éducation ou d'instruction quasi qui incombe aussi à des annonceurs ? Alors, d'abord, c'est un sujet fascinant parce que je pense qu'on n'est pas au courant des gens, de ce que veulent les gens. Les gens, il y a très longtemps qu'ils ont bougé par rapport aux entreprises. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, dans le monde, considèrent que les grandes entreprises peuvent jouer un rôle formidable dans tout ce qui est de l'ordre de la climatologie. Et beaucoup plus que cela aussi. Parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a les êtres humains. Oui, il y a toute la démarche RSE. Mais les jeunes, on sort d'une étude, c'était hier. Les jeunes disent, les grandes entreprises, j'y crois davantage que je ne crois au monde politique. Donc, je pense que c'est une fausse guerre. C'est-à-dire que, oui, évidemment, les entreprises, elles ont obligation, parce qu'elles sont poussées par le public, d'intervenir dans des lieux où elles n'intervenaient pas. En fait, autrefois, lorsqu'on parlait des marques, on parlait des marques, on parlait des produits, mais jamais de l'entreprise. Aujourd'hui, les gens disent, sur une marque, ils disent les gens qui travaillent pour cette marque et ils qualifient. Donc en fait, ils ont passé le rang de la marque pour aller vers l'entreprise. Et ils veulent que les entreprises se conduisent correctement. Ça veut dire trois choses. Du profit, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Il se trouve que pour être efficace, il faut quand même faire de l'argent. Une entreprise, c'est fait pour pouvoir investir, sinon ça se ferme. Deuxièmement, faire autre chose, c'est-à-dire évidemment, tout ce qui est du registre de la planète, on fait le plus attention possible. C'est un passage obligé, mais pour tout le monde, à 95%. Et ensuite, on a un rôle sociétal, si possible en lien avec son métier, parce qu'on ne peut pas faire tous n'importe quoi,
et intervenir un tout petit peu pour que le monde soit meilleur. Après, je voudrais quand même dire une chose, la transition, ça existe. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre des sociétés, je trouve par exemple scandaleux ce qui se passe en ce moment sur Total. On ne prend pas les années 70 alors que Total est passé à Total et à Total Énergie et qu'ils ont dit leur volonté de changer. Et est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent le pétrole tout de suite? Et est-ce qu'on veut les gilets jaunes tout de suite avec nous? Mais c'est une aberration d'analyse. Donc, ça s'appelle la transition. Et moi, la seule discussion que j'ai eue avec la Convention citoyenne, c'est est-ce que vous êtes sûr que ce que vous nous demandez est possible? C'est-à-dire, est-ce que pour faire la transition, pour aller vers un monde plus salubre pour le climat, c'est les bonnes décisions? On est en train d'en discuter, nucléaire, on discute de tout ça et on n'est pas très clair. Et c'est vrai que la communication, elle a besoin de clarté pour pouvoir exprimer et qu'on a besoin de la nuance. Dans l'écologie, il faut toujours penser qu'il y a des êtres humains et qu'il n'y a pas que la planète, il y a les hommes. Et il faut que l'inégalité soit combattue, il faut qu'il y ait des possibilités pour les hommes. On a bien compris donc que voilà, la pub demain, elle sera responsable pour suivre justement ces engagements des entreprises. J'aimerais qu'on parle Elle est déjà responsable. Et j'aimerais qu'on parle quand même de la créativité. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est fini le temps des grandes pubs créatives, hein? On citait les bébés nageurs d'Évian, Air France, il y a eu aussi Orangina, Perrier, ou c'est toujours d'actualité? C'est lié à l'intelligence des gens, donc c'est toujours d'actualité. Les gens... En fait, globalement, les marques, c'est passionnant, mais enfin, les gens, ils ne se passionnent pas pour des marques sans arrêt, hein. Donc, pour arriver à avoir un langage, une expression, il faut avoir des choses fondamentales, importantes à dire. Donc, le fond est très important. Si vous faites un fond très brillant, mais qui ne correspond pas au désir des gens, ça ne fonctionne pas. Donc, l'écoute des gens, la compréhension. Mais ensuite, il faut leur dire avec grâce. Et c'est ça qu'on appelle la créativité. C'est comment est-ce qu'on communique dans tout ce bruit. Comment on fait pour que quelqu'un s'intéresse à nous? Donc, le talent, la créativité, l'intelligence de l'idée, le respect aussi qu'on a pour l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de l'assommer avec des bêtises. On peut faire des communications intéressantes. Et ça, je pense que le futur est du côté de la créativité. Est-ce qu'on peut encore faire des pubs provoques ou second degré en faisant appel à l'intelligence collective? Oui, parce qu'on voit aujourd'hui des épiphénomènes et on prend 4 ou 5 secondes d'une séquence et on en fait un pataquès terrible. Donc est-ce qu'on peut encore faire ça? Parce que dans ma jeunesse, moi j'ai souvenir de pubs marquantes dont aujourd'hui je me dis qu'elles auraient peut-être du mal à être diffusées. Non, alors, je crois qu'il ne faut pas... on a une époque morale, hein, c'était une époque très tendue, etc. Je pense qu'il faut laisser de la liberté, même dans ces époques morales. On va continuer à sourire, on va continuer à avoir une forme de liberté dans la fiction. Et la publicité, c'est un mode de fiction. Donc si en effet j'interdis tout, si moi, féministe, je dis attention, hein, chaque fois que vous adressez à un garçon, vous allez faire comme ça et tout. Je ne sais pas, je ne sais plus écrire des romans, je ne sais plus faire des films, etc. C'est important parce que sur tous ces combats, il ne faut pas empêcher la pub de délivrer des fictions intéressantes. Il faut combattre là où on a envie de combattre. Et donc, il faut être le plus clair possible autour de ça. Mais vous avez raison, c'est important de garder de la provocation. Un peu d'irrévérence à la française. Un peu d'irrévérence fait du bien. Juste une autre réaction justement sur la publicité et son évolution. Vous envisagez toujours, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait des pubs quand même très créatives, c'est toujours votre souhait? Évidemment, mais ce que je retiens un plus dans ce que vient de nous dire Mercedes, c'est la responsabilité des entreprises. La meilleure publicité pour une entreprise, c'est ce qu'elle fait pour la nature, ce qu'elle fait pour les hommes, beaucoup plus que ce qu'elle fait avec ses produits. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, cette responsabilité sociale des entreprises environnementales. Nous, chez Kousmi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est majeur. À la fois, il y a plusieurs domaines qui nous intéressent, qui sont évidemment la nature, parce que notre thé vient de la nature et qu'il faut la soigner, cette nature, pour qu'elle continue à nous donner ce qu'elle nous donne aujourd'hui. Et puis, un deuxième axe qui sont les femmes, parce que les femmes, c'est important, elles sont pas bien traitées partout dans le monde.
Et donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Les femmes sont des consommatrices de Kousmi, sont nos principales consommatrices. Et on essaye de s'occuper d'elles. En ce moment, c'est Octobre Rose. Donc évidemment, on est partenaire d'Octobre Rose depuis 7 ou 8 ans. Et ça fait partie des choses qu'on revendique. Et pour moi, c'est plus important d'être présent sur ce combat pour les femmes, sur ce combat pour la nature, que sur la vente d'un nouveau thé. Alors justement, on va en parler, mais auparavant, à vous aussi, on a réservé une petite surprise. Quelqu'un qui vous connaît bien, écoutez. Salut Sylvain. Bon alors ma question, quand est-ce que tu te mets en bourse? Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour reprendre des actions Kousmiti. Elle est claire. Alors. Oui, elle est claire. Mais non, Charles, tu ne vas pas reprendre des actions Kousmiti tout de suite. Je ne compte pas entrer en bourse. Mais bon, je sais que Audacia entre en bourse maintenant, et ça sera peut-être à mon tour de prendre des actions Audacia. Juste retour des choses. Non, pas de bourse pour le moment. On est bien où on est. Et aujourd'hui, il y a tellement d'argent en dehors de la bourse. On en a parlé tout à l'heure avec Sorar, que je me réserve une petite levée façon French Tech à plusieurs centaines de millions. Je pense que le NFT du thé n'a qu'à bien se tenir. Voilà, ça sera peut-être l'occasion d'une bonne note dans les prochaines émissions. On citait tout à l'heure la relocalisation de vos activités. Alors pourquoi ce choix? Ça a été amorcé avant le Covid ou c'est le Covid qui vous a incité justement à relocaliser vos activités? Ça a été initié bien avant le Covid. Depuis 2013-2014, on a commencé à rapatrier la fabrication de nos boîtes qui étaient faites en Chine. On les a relocalisées en France. On a trouvé des fabricants qui ont été capables finalement de nous produire des boîtes rendues chez nous pratiquement au même prix qu'elles étaient venant de Chine. Donc on a relocalisé depuis 2012-2013. Et puis on a relocalisé la fabrication de nos sachets de thé qui étaient faits au Maroc. En 2018, on les a rapatriés en France. On a installé une machine très performante, un robot au Havre, qui a réussi à nous produire ces sachets moins chers qu'ils étaient produits au Maroc. Et on a baissé nos prix en 2018 de 15%. Les prix de nos boîtes de sachets vendues dans nos boutiques. On a baissé nos prix de 15%. Alors ça, c'est incroyable parce que généralement, quand on relocalise, c'est le contraire. On dit beaucoup de bêtises là-dessus. Et la relocalisation, ce n'est pas forcément l'augmentation des coûts, ou pas toujours l'augmentation des coûts. Et la technologie peut permettre de produire au même prix ou moins cher. Et donc, on a relocalisé en 2018. Et on a gardé les prix inchangés depuis 2018 sur nos boîtes de sachets. C'est donc c'est faisable. Et puis, c'est vrai que produire près de chez soi, c'est important. Moi, je trouve qu'on devrait produire près des lieux où on vend son produit. Aller produire au bout du monde un produit qu'on va vendre en Belgique, je trouve ça absurde. Moi, je voudrais qu'on produise en France ce qu'on vend en Europe et qu'un jour ou l'autre, on produise aux États-Unis ce qu'on va vendre sur le marché américain. Il n'y a aucune raison d'aller se taper des milliers de kilomètres de bateaux, d'avions ou autres pour vendre un produit. Donc cette relocalisation, elle a un sens. On doit absolument produire près de ces lieux de vente de produits. Et puisque vous parlez du sens, vous avez été associé à l'élaboration et aux travaux préparatoires de la loi Pacte, qui porte en elle la question des sociétés à mission. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez engagée? Parce que, évidemment, alors là, pour le coup, c'est une approche très holistique et très globale. Comment on y va quand on est Kousmiti? On dose Alors, c'est une bonne question. On aura l'occasion d'en reparler encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à cœur de faire. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais on a commencé, nous, en tant que ETI ou disons PME, pour parler plus simplement, on a commencé par ce développement de la RSE, par ces missions qu'on se donne sur l'éducation des enfants, j'en ai pas parlé tout à l'heure, la protection des femmes et la protection de la nature. Il faudra par la suite, une fois qu'on aura bien mis tout ça en place, qu'on donne une raison d'être qui regroupe un peu tout ça. Une raison d'être, c'est pas simple. Il faut arriver à dire quelque chose qui correspond à ce que votre entreprise est et qui reflète vos propres valeurs véritablement. Et ce n'est pas juste une phrase dans des statuts. Et il faut concilier aussi performance et responsabilité. Il y en a un qui en a fait les frais, c'est le patron de Danone. Absolument. C'est parce que la raison d'être, c'est une erreur et ce n'est pas totalement honnête de penser qu'elle n'est pas liée au métier. C'est-à-dire, la première chose qui est importante dans une entreprise,
dans leur entreprise, c'est qu'ils nous donnent un bon thé, qu'ils le produisent avec grâce, et ça doit déjà valoriser les gens. La première raison de ma propre entreprise, c'est de faire de la communication de qualité. Donc, il faut quand même retourner à des métiers, et des gens qui pensent que c'est honteux de vendre, c'est un problème. Alors, dans ce cas-là, vous n'êtes pas là. Donc, la raison d'être, il faut faire très attention, la raison d'être, normalement, elle est reliée au métier de fond. Elle entreprend des valeurs et elle va au-delà. Mais sinon, tout le monde aura comme raison d'être le développement durable et faire du bien à la planète. Et ce n'est pas l'unique raison d'être. Et on connaît des raisons d'être un peu à rallonge dans des boîtes où c'est le loto bingo de tous les mots à la mode. On ne comprend pas tout à fait les phrases qui sont alignées. Oui. Mais bon, nous, alors vraiment, pour parler de ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, dans la réalité, Kousmi est devenu une marque 100% bio. On a transformé tous nos mélanges pour prendre uniquement des thés bio, pour prendre les arômes, quand il y a des arômes qui sont des arômes naturels, d'excellente qualité. Donc Kousmi devient bio à 100%, ce qui est très compliqué, parce que pour garder les mêmes goûts avec des ingrédients différents, c'est pas facile. Et donc, on travaille de ce côté-là. Donc là, on y est arrivé à fin 2021. On supprime les plastiques partout. On a des emballages dans lesquels il y a beaucoup de plastique. Nos boîtes avaient des plastiques à l'intérieur de la boîte qui contenait le thé, puis à l'extérieur pour empêcher qu'on puisse l'ouvrir. On n'a plus de plastique dans nos boîtes aujourd'hui, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On supprime les plastiques un peu partout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait dans ce sens-là qui sont citoyennes, qui sont importantes. Et qui font que Kousmi avance véritablement dans la société. Et puis, on est sur un autre domaine aujourd'hui qui est le domaine du bien-être, dans lequel on développe beaucoup de choses. Alors nous, on avait fait notre détox déjà en 2007, donc le bien-être, on connaît un peu. Et aujourd'hui, on vient de sortir un thé qui est enrichi en vitamines naturellement. Il y a de l'acérola qui est posé sur les feuilles de thé. Et donc, vous retrouvez de la vitamine C dans votre thé sans rien avoir à faire. C'est bio, c'est naturel. Et c'est un procédé qui a été développé par une petite entreprise française. Et donc, aujourd'hui, notre rituel 28 jours, il s'appelle comme ça, contribue à vous donner votre vitamine C tous les matins. Moi, je crois beaucoup aux compléments alimentaires dans votre aliment de tous les jours. Prendre des pilules pour ceci ou cela, ça n'a pas de sens. Dans vos aliments demain, vous allez trouver des compléments alimentaires qui vont vous permettre d'éviter de vous bourrer vous voyez la façon dont il parle son métier a un rapport avec sa raison d'être. La boucle est bouclée. Absolument. C'est vrai. Du made in France, du bio, des produits de qualité. Et c'est une connaisseuse de la raison d'être qui le dit. Je rebondis sur ce que disait Mercedes tout à l'heure, parce que l'immigration, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, je suis né en Égypte, je suis né italien, et je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, et je suis devenu français. Et je profite de ce pays, et j'ai beaucoup profité de ce pays, et j'essaye de lui rendre tout ce qu'il m'a donné. Et donc, je ne peux que souscrire à ce que disait Mercedes tout à l'heure. C'est un point que tous les deux que vous avez en commun, arrivé à 6 ans. On le sent. Voilà. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois. Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. On commence par la vôtre, Benjamin Griveaux. Et pour le gagnant, j'ai envie de dire champagne. Champagne, Florence. Et oui, et tant pis pour mes origines bourguignonnes, je sens qu'ils me le pardonneront, j'espère. La filiale Moët & Cie de LVMH lance un centre de recherche à Oiry en Champagne dédié à la transformation des pratiques viticoles. Et ce centre doit lui permettre, ces 30 millions d'investissements, de préparer les outils nécessaires à l'anticipation des chocs climatiques. Parce que, il faut le savoir, si les températures venaient à augmenter de 2 degrés, nous perdrions plus de la moitié de la production viticole mondiale, ce qui serait évidemment un drame. Et donc Moët & Cie a décidé d'investir et avec des programmes de recherche sur l'analyse des micro-organismes pour protéger les vignobles, sur l'analyse des végétaux pour les préparer au changement climatique et puis sur l'optimisation des procédés de production parce que on a parfois des gels tardifs qui font qu'on a des productions moindres. C'est le cas cette année notamment et nos vignerons nous l'ont dit, ils ont beaucoup souffert. Et donc voilà, moi je voulais faire cette bonne note à Moët & Cie parce que c'est important d'arriver à pouvoir investir sur des produits qui en plus font partie de notre patrimoine culturel.
Une bonne note très différente pour vous, Mercedes Serra? Oui, parce que moi, je voulais parler de Total, du passage de Total à Total Énergie. Je trouve ça courageux et je trouve ça dur au moment où ces gens font preuve quand même de courage et de vérité. C'est-à-dire, oui, ils viennent du pétrole, ils ont décidé d'aller vers le renouvelable, tous les investissements les plus lourds sont faits par là. On indique le chemin, on dit que c'est pas facile, mais on y va. Et en cela, on accompagne aussi le chemin des Français, puisque on ne va pas lâcher le pétrole comme ça du jour au lendemain. Et là, on fait paraître une étude historique intéressante des années 70 pour dire qu'à l'époque, le monde était différent et ces gens ne se préoccupaient pas de la même chose. Mais les années 70 ne se préoccupaient pas de la même chose. Et je pense qu'il faut plutôt encourager ceux qui, dans les années d'aujourd'hui, sont en train d'aller vers le développement durable et pas de façon facile, parce que dès qu'on dit Total, on a envie de les disputer et les engueuler. Et c'est quand même embêtant. Et justement, votre bonne note, Sylvain Aurébi, va rejoindre un petit peu celle de Mercedes Serra, puisque c'est ce rapport sur la raison d'être. Absolument, on en parlait tout à l'heure. Justement, il y a quelques jours, Brice Rochet a remis à Bruno Le Maire et Olivier Grégoire son rapport sur la façon de faciliter la mise en place de la raison d'être et des entreprises à mission en France, qui est une suite de la loi Pacte, justement, sur laquelle avait travaillé Olivier Grégoire et Oui. à laquelle j'avais participé à l'époque. Et c'est très important aujourd'hui que Brice Rochet a préparé 14 recommandations, propositions pour aider les entreprises à choisir une raison d'être, à savoir comment y aller, à savoir quoi y mettre, l'allier à son produit. C'est quelque chose de tout à fait passionnant. On en a parlé tout à l'heure. Et j'en profite pour dire qu'Olivier Grégoire sort un livre, là, il vient de sortir. Ça s'appelle « Et après, pour un capitalisme citoyen ». Et c'est un livre que je n'ai pas encore lu parce qu'il est sorti hier, je crois, et qui doit être tout à fait passionnant. Il est préfacé par un certain Emmanuel Macron, pour qui, je crois, le sujet est aussi très intéressant, très important. C'est intéressant d'avoir... c'est là, dans ma vie d'avant, on fait des lois parfois très bavardes. Et le plus intéressant dans une loi très bavarde, c'est pas la loi très bavarde, c'est comment on met en œuvre derrière. Et avoir des gens qui nous disent, voilà, il y a 14 pistes très concrètes pour vous aider demain à passer à bâtir une raison d'être solide et être une société à mission efficace, ça c'est formidable. Et ça vient aider les pouvoirs publics parce que, voilà, bien souvent, on n'a pas les mains dans le cambouis, on n'a pas les mains dans les boîtes. Et c'est, je trouve, ce travail-là, en tout cas, qui a été fait à l'époque et qui est intéressant. En tout cas, c'est en train de bouger. Merci beaucoup, Sylvain Aurébi, d'être venu sur le plateau de Smart & Strat. Merci beaucoup, Mercedes Serra. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et bien sûr, on se retrouve tout le week-end sur Bismart. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités pour parler stratégie. À très vite dans Smart & Strat.